Monsieur le député, pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à monsieur Marc Pénat. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La question qui nous est posée dépasse largement la seule rédaction d'un article de la Constitution, quelle que soit son importance. Elle nous interroge sur la manière dont la République regarde ces territoires, entend leurs aspirations et répond à leurs réalités aujourd'hui et plus encore demain. Et la Corse, vous me l'accorderez, n'est pas un territoire comme les autres. Par son insularité, par son histoire, par sa culture, par sa langue, mais aussi par les contraintes économiques et sociales auxquelles elle est confrontée, elle exprime depuis longtemps, très longtemps, une aspiration à disposer de davantage de capacités d'action pour répondre à ses propres défis. Cette aspiration, je le disais, ne date pas d'hier. Elle traverse en Corse les générations, les alternances politiques et les évolutions institutionnelles de l'île. Aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, une large majorité de la population de la Corse considère qu'une nouvelle étape institutionnelle est nécessaire. Nous devons entendre cette réalité. Entendre cette réalité, ce n'est pas accepter une logique de séparation, comme j'ai pu l'entendre. C'est reconnaître qu'une république forte n'est pas une république qui impose partout les mêmes réponses à des situations différentes. L'unité ne sera jamais l'uniformité. C'est au contraire une république capable de faire confiance à ses territoires lorsqu'ils souhaitent mieux adapter l'action publique à leurs besoins, et c'est particulièrement le cas de la Corse. L'histoire de la décentralisation française repose précisément sur cette idée. Depuis plus de 40 ans, et en tant que socialiste, je peux d'autant plus le dire, les collectivités locales ont gagné en responsabilité. La démocratie locale s'est renforcée, même si elle est en difficulté aujourd'hui pour d'autres raisons. Et la République ne s'en est pas trouvée affaiblie. Au contraire, le texte que nous examinons s'inscrit dans cette histoire. Il est aussi le fruit, cela a été dit, mais je veux y insister, d'un dialogue politique long, exigeant. Il est le résultat d'un compromis construit au fil des années, même si on peut évidemment regretter le périmètre qui a été le sien. Un compromis construit donc au fil des années entre l'État et les représentants de la Corse. Que chacun mesure ce que signifie ce processus démocratique si l'on revient sur des événements tragiques qui ont été l'assassinat d'un préfet et aussi ensuite l'assassinat d'un militant corse impliqué dans la mort du préfet. Le texte que nous examinons s'inscrit donc dans une histoire qui a été tragique, tumultueuse. Et donc, venir maintenant à l'autonomie par la démocratie, dans le cadre des lois de la République, c'est déjà un grand succès. Notre responsabilité de parlementaires est donc d'accompagner ce mouvement avec sérieux, parce qu'aucune évolution institutionnelle ne peut prospérer dans l'ambiguïté, avec lucidité, parce qu'il serait illusoire de croire que la question corse disparaîtrait si nous refusions de la traiter. C'est dans cet esprit que nous avons déposé plusieurs amendements. Leur objectif n'est pas de remettre en cause l'ambition du texte, mais de la consolider. Nous voulons sécuriser le cadre constitutionnel qui est proposé, clarifier certaines notions dont il a été fait mention tout à l'heure, comme la notion de communauté ou de rapport à la terre, renforcer les garanties démocratiques.
Et cela répond d'une certaine manière aux soucis ou aux aspirations, comme l'on veut, du groupe LFI. Et rappeler explicitement que les adaptations qui pourront être mises en œuvre devront toujours s'inscrire dans le respect des principes fondamentaux de notre République, quels que soient les changements de majorité. Car l'autonomie n'a de sens que si elle est comprise. Elle n'a de sens que si elle est juridiquement solide, et les deux se tiennent. Nous faisons donc le choix d'accompagner cette évolution institutionnelle, tout en lui donnant les garanties nécessaires pour qu'elle puisse durablement être acceptée. Au fond, le débat qui nous rassemble porte sur la capacité de la République à reconnaître la singularité d'un territoire sans jamais renoncer à ce qui fait son unité. Je suis convaincu que ces deux exigences ne sont pas contradictoires et qu'il est possible de donner davantage de responsabilités à la Corse tout en réaffirmant avec force notre attachement à l'indivisibilité de la République. Je suis historien du droit. Lorsque la République jacobine s'est imposée dans la Révolution, il s'agissait de faire nation. Et ce n'était pas facile, après l'Ancien Régime, de faire nation. Lorsqu'à la fin du XIXe siècle, la République s'est finalement imposée, il fallait faire République ensemble. Mais nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Nous sommes dans un nouveau moment. D'ailleurs, on pourrait espérer qu'un jour, il y ait un nouvel an de la décentralisation dont nous pourrions tous ensemble débattre. Ça montrerait la maturité de la République. Ça montrerait à quel point la République, dans un monde qui est en changement constant, est capable de s'adapter tout en restant fidèle à elle-même. Je suis aussi surpris par certains arguments. Si on donne de l'autonomie aux Corses, comme on dit, la mafia va prospérer. Excusez-moi d'être direct, mais la mafia prospère avec l'État. Elle n'a pas besoin des autonomistes pour prospérer. Et donc, c'est un faux argument, évidemment. Je crois même que c'est le contraire. En étant au plus près des réalités, les élus corses, le pouvoir normatif qu'ils obtiendraient, au contraire, pourrait résoudre un certain nombre de problèmes pour les Corses et contribuer à ce que la Corse, comme d'autres territoires d'ailleurs, s'émancipe de la pression mafieuse. Voilà, je crois qu'il est temps de franchir cette étape-là. Je le dis à tous mes camarades socialistes, ça fait un peu sourire parce que ça fait plusieurs fois que je le dis. Nous avons une tradition décentralisatrice. Tous les textes qui ont été mentionnés de Pierre Joxe, les textes de Lionel Jospin, les réflexions très importantes de Michel Rocard, sont allés dans ce sens, jusqu'à François Hollande, sur certains points dans la loi NOTRe. Il serait tout de même étrange qu'aujourd'hui, nous soyons les derniers jacobins. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe de la droite républicaine, la parole est à monsieur François-Xavier Tchécoli. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors l'examen d'un projet de loi constitutionnelle impose à chaque député un sentiment de gravité supplémentaire. Il engage le pays, il engage la République et dans le cas présent, il engage la Corse sur un temps nécessairement long. Alors depuis plusieurs mois, des élus en vue de notre île expliquent à qui veut l'entendre que les Corses sont totalement favorables au projet qui nous occupe. Qu'il est du devoir du Parlement de les écouter et de ne pas toucher à une virgule du texte. Mais alors, pourquoi les mêmes se sont-ils bien gardés de demander une consultation des Corses, alors que les discussions durent depuis 2022 ? Ça aurait été tellement plus simple que d'avoir l'avis des Corses et de s'y plier. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas assurés du résultat. Alors, chers collègues, on ne modifie pas la Constitution pour consacrer la victoire électorale d'un camp. Les majorités passent, les lois restent. C'est à ce temps long que nous devons penser. Et de ce point de vue, aucune sensibilité politique ne saurait s'arroger le monopole de la défense de l'intérêt général. J'ai été maire pendant 15 ans et j'ai laissé un littoral intact et protégé, avec un taux de résidence principale de 75%.
À l'inverse, dans le même département, certaines communes dirigées par des maires nationalistes connaissent des taux records de résidences secondaires. Ce rappel, il ne vise pas à opposer les uns aux autres. Il rappelle simplement qu'une étiquette ne prémunit pas, jamais, contre les dérives. Alors notre groupe, je l'ai déjà dit, n'est pas hostile à une réforme constitutionnelle reconnaissant une autonomie de la Corse dans la République. Et bien évidemment, à la condition que ce projet soit amélioré, sécurisé, dans l'intérêt des Corses. Il nous appartient, chers collègues, de regarder lucidement la portée du texte qui nous occupe. Et ce, pour plusieurs raisons. Il y a quelques mois, je l'ai déjà dit, je défilais aux côtés de centaines de Corses dans les rues de Bastia pour dénoncer le poids des dérives mafieuses, qui ruinent le présent et l'avenir de notre île. Alors je répondais à l'appel d'associations anti-mafia, dont nombre de responsables sont nationalistes. Il faut pourtant les entendre parler de l'autonomie. Jean Toussaint Plasanzotti, porte-parole du collectif Massimo Susini qui a été assassiné, disait dans les colonnes du Point, et ça aussi c'est factuel, c'est pas une impression, je cite, « Dans l'état actuel des choses, il faut craindre que l'autonomie de la Corse ne soit que l'apothéose de la mafia. » On peut aussi ignorer, bien évidemment, ce que disent certains quand on ne veut pas les entendre. Ces forces occultes, ce sont celles qui ont assassiné l'an passé une adolescente de 18 ans, Chloé à Pontelecce, dans ma circonscription. Ce sont celles qui ont mis le feu, il y a quelques semaines, à plusieurs cafés de la place Saint-Nicolas, en plein centre de Bastia, pour ruiner les commerces qui s'y trouvaient, entraînant l'évacuation totale en pleine nuit des immeubles et jetant dans la rue des familles entières, dont des enfants en bas âge. Ce sont celles qui empêchent nombre de Corses de travailler ou d'investir, tout simplement comme ils le souhaiteraient. Ce sont celles dont les agissements noircissent presque chaque jour les colonnes des journaux du Nil, qui présentent le taux d'assassinat par habitant le plus élevé d'Europe, devant la Sicile. Ça aussi, ça pourrait parler à certains. Alors, dans une île faiblement peuplée, 350 000 habitants où tout le monde se connaît, et dans un tel environnement, chacun peut imaginer ce que signifie délibérer sous pression pour un responsable politique. Alors, je citerai simplement quelques exemples, la liste serait trop longue. L'urbanisme, où un élu, pour reprendre la formule du maire d'une célèbre commune du littoral, peut rendre un homme riche ou pauvre d'un seul coup de crayon. En clair, si vous êtes en zone agricole, vous êtes à 50 centimes du mètre carré, en zone constructible, vous êtes quasiment à 1 000 € le mètre carré. Mais bien évidemment, ça ne crée pas de pression. L'environnement avec certains acquis qui protègent notamment notre littoral et qui pourraient être victimes d'un changement de paradigme. Le social, bien sûr, avec une moindre protection des travailleurs et plus largement de Corse. Mais aussi l'éducation, où l'on pourrait craindre la volonté de réécriture des livres d'histoire. Je pourrais continuer avec une fiscalité favorisant les plus aisés, un droit à la concurrence rogné sur une île qui souffre déjà tellement des phénomènes de concentration économique. Chers collègues, vous voyez bien que contrairement à ce que certains disent, même l'évolution de compétences non régaliennes peut avoir des conséquences très impactantes. Certains vous expliqueront que les contrôles du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État suffisent. Mais ils se trompent. Une loi peut être parfaitement constitutionnelle et pourtant engendrer des conséquences extrêmement négatives pour la population de l'île. Alors ces inquiétudes, elles ne sont pas que théoriques. J'en veux pour preuve les amendements de non-régression sociale et environnementale portés par certains ici. Alors bien évidemment, s'il n'y avait aucun risque, comme on le dit, pourquoi y aurait-il nécessité de porter des amendements de non-régression ? Tout cela est bien le signe d'une inquiétude réelle et justifiée concernant le mauvais usage qui pourrait être fait de ces nouvelles... Je peux finir ? Merci. De ces nouvelles compétences. Je peux finir ou pas ? Merci. Malheureusement, ces deux domaines ô combien importants ne sont pas les... Bon. Vous avez la parole, venez. Allez-y, monsieur le député, s'il vous plaît. Malheureusement, ces deux domaines ô combien importants ne sont pas les seuls concernés par cette évolution institutionnelle. Dans cette optique, nous avons la conviction qu'il est dans l'intérêt de la Corse, de ses habitants et de ses élus que le pouvoir d'adaptation et de fixation de la norme soit également soumis au contrôle du Parlement. Un contrôle qui ne devra pas dénaturer les demandes de l'île, ni en réduire la portée, mais les sécuriser tout en garantissant une réponse rapide aux délibérations de l'Assemblée de Corse. Un délai pour répondre, et en cas de dépassement de ce délai, un avis réputé favorable, ainsi qu'une capacité à faire la loi.